Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des previews The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Robin. Salut Robin. Salut Gus, salut tout le monde. Alors Robin, vous l'entendez un petit peu moins ces derniers temps, bien que vous l'avez entendu sur l'épisode d'Oregon, la fac qu'il supporte. Il sera avec moi pour quelques previews. Et aujourd'hui, on part du côté, je vais dire, du nord-ouest plutôt des États-Unis, oh là là, la dinguerie que je viens de dire, pour y parler d'Oregon State et de Colorado, deux programmes que nous apprécions. Alors déjà parce que Oregon State, c'est un peu le petit frère des Ducks d'Oregon, l'équipe chère à Robin. Et Colorado, une fac que tout le monde aime parce que il joue à Boulder dans les montagnes et tu peux que avoir de la sympathie pour ce genre d'équipe. On va commencer directement, Robin, avec Oregon State, les Beavers. Qu'en est-il de la saison 2022 des Beavers? Eh ben, écoute, je vais commencer rapidement par la saison 2021. C'est une saison qui m'a plutôt surpris d'un point de vue positif. Oregon State, pardon, c'était une équipe qui était hyper solide, hein. Jusqu'à la dernière semaine, ils pouvaient prétendre à une place en Pac-12 Championship, au Pac-12 Championship Game, pardon, parce qu'en fait, ils sont en Pac-12 North. C'était un peu catastrophique l'année dernière, la Pac-12 North. Tout le monde battait tout le monde et donc en conférence, en fait, c'était le match contre Oregon en dernière semaine qui allait décider la victoire, hein, qui était le 27 novembre, qui allait décider qui allait au Pac-12 Championship Game. Donc c'était quand même une belle saison, hein, pour Oregon State en 2021. C'est une équipe qui avait une attaque, mine de rien, qui était une top 5 du pays, dans les plus prolifiques, qui marquait plus de 30 points par match. Et ils sont top 5 à la course en termes de yards gagnés et de touchdowns. Donc, Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, si je peux te couper pour les running backs. Bon, là, Robin, il fait référence à B.J. Baylor, mais il y a quelques années, ils avaient eu aussi Jamar Jefferson, ou même en receveur, ils avaient eu Brandon Cooks. Enfin, c'est une équipe qui a toujours eu cette âme un petit peu offensive. ouais, et c'est surtout une équipe qui développe pas mal ses joueurs. Enfin, on en parlera dans l'intersaison, mais c'est une équipe qui a tellement du mal à recruter, qui recrute que du 3 étoiles. Et franchement, ils font toujours des talents plutôt performants avec du talent qu'on n'aurait pas, qu'on sous-estime, on va dire, en sortie de high school. Si jamais je fais un petit bilan de la saison, donc ils perdent en week 1 face à Purdue. Bon, ça arrive à des gens bien, évidemment. Ils perdent contre Washington State, California, Colorado. Ça, c'est vraiment deux matchs, deux défaites qui sont assez moches, mais un peu synonymes de la Pac-12 où tout le monde perd contre tout le monde. Colorado, t'en parleras Gus dans la preview, mais c'était quand même très moche, hein, double Ouais, over. dégueulasse. Non, mais c'était en double overtime, ça perd Ouais. 37-34 avec 3 points dans le deuxième overtime. Franchement, c'était pas incroyable, c'est dommage. Ils perdent forcément face à Oregon, hein, le grand frère, et ils perdent également contre Utah State en bowl game. C'était le premier bowl game d'ailleurs, hein, depuis une dizaine d'années, je crois que ça fait 8 ans qu'ils n'étaient pas là en bowl game, donc déjà c'est synonyme quand même d'une Le bowl. Jimmy Kimmel LA Bowl. Ouais, exactement, contre Utah State. Donc c'est un bilan de 7-6 avec du coup, si on compte pas la défaite en bowl game, ça fait 7-5, donc c'est plutôt pas mal. 5-4 en Pac-12, en Pac-12. Et je trouve vraiment que la saison 2021, elle a été elle est de bon augure pour la saison 2022, je dirais, parce que le head coach, Jonathan Smith, on en parlait en off, hein, on l'aime beaucoup, ce mec-là. Déjà, c'est un bon gars et il développe bien les talents. Ça fait 5-6 ans qu'il est à Oregon State maintenant, donc il commence à installer quelque chose de beau au programme à Corvallis. Et voilà, je pense que c'était une bonne saison 2021. À l'intersaison, ils perdent quelques joueurs pour la NFL. On est plutôt sur du recru en 3 étoiles. J'en ai parlé un peu, et évidemment, hein, le 3 étoiles pour Oregon State, c'est un peu c'est je dirais que c'est la norme en réalité pour eux. Ils ont 16 commits, que des 3 étoiles. Ils ont un mec qui est pas classé du tout, mais qui a une bourse quand même. Au niveau du coaching, Oregon State a toujours gardé en fait un coaching staff
très consistant. Ils n'ont pas viré tant de personnes que ça sur ces dernières années. Là, ils ont viré le coordinateur défensif qui est Tim Tibessart, parce que en fait, quand ils se sont mangés 37 points face à Colorado, forcément, qui était une des pires équipes de Pac-12, on pouvait La pas. pire attaque du pays, surtout prendre Ouais. 37 points face à Colorado. J'essaye de trouver un exemple avec du soccer en Europe. C'est comme si tu te prends, je sais pas, toi, t'es le Real Madrid et tu te prends un 5-0, un 6-0 par Rumi Vallière en CFA2, quoi. C'était honteux. Franchement, c'était honteux, surtout 37 points, alors que Colorado marquait pas plus de 15 points par match. C'est vraiment dommage. Donc, il s'est fait virer. Il s'est fait virer, du coup, c'était week 10, un truc comme ça. Donc, ensuite, c'est Trent Bray qui a pris le rôle de coordinateur défensif, qui était le coach des linebackers et qui reste en poste. Du coup, voilà, c'est quand même une intersaison marquée par un changement de coordinateur défensif. Et finalement, en recrue, on va dire notable, hein, on a le freshman le freshman running back, pardon, Damien Martinez qui vient du Texas. J'ai regardé le spring game un peu d'Oregon State pour savoir comment ça allait se passer. Et franchement, incroyable, il est très très fort. Il y a tout pour être dans la lignée du B.J. Baylor, du Jamar Jefferson. Franchement, il a toutes les capacités pour courir derrière une ligne qui va être plutôt performante. Si jamais on se fait la saison 2022, justement, euh, on est plutôt sur une attaque qui va être encore toujours top 5, top 10, je pense, hein. Finalement, c'est une attaque qui revient avec presque tous ses joueurs, sauf BJ Baylor, et un tight end. Donc, franchement, ça va, c'est quand même quali. Donc ils reviennent à pas mal de force. La ligne offensive l'année dernière qui était hyper bonne, qui va en fait continuer à être hyper performante cette année. Surtout que voilà, en fait, le corps de running back derrière, il n'y a pas une star qui se démarque. Ils ont deux, trois bons joueurs, mais vraiment c'est la ligne qui va être hyper performante. Ils vont avoir des montagnes. Il y a des mecs qui font 6-5 sur la ligne. Donc ça va être vraiment enfin, ils vont vraiment avoir une ligne performante cette année. La seule question que je me pose, c'est plutôt sur le quarterback et le wide receiver, enfin le poste de receveur. Le poste de quarterback qui va jouer entre deux QB, entre Tristan Gebbia et Chance Nolan. Gus, toi, tu penses que qui va être le QB titulaire? Bah, de ce que j'avais compris, bon, déjà, il n'a pas nommé de starter officiellement, mais Tristan Gebbia a été titulaire en début d'année, Rob, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Il s'est blessé en fait il s'est blessé. Il s'est blessé un moment et Chance Nolan, il a repris un peu le poste. Et il l'a très bien repris, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un doute aujourd'hui. Moi, enfin, après, je connais rien, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas, évidemment, mais je partirais sur Chance Nolan quand même. Quand tu as l'assurance d'avoir un quarterback en fait, qui a fait une très bonne deuxième partie de saison, en fait, celui que tu as laissé en poste, bah, pour moi, tu le gardes. Bah, à moins que Gebbia ait fait des practices, des spring practice excellents, je vois pas pourquoi en fait il prendrait le risque de revenir sur son starter du début de saison. Ouais. Alors, Après, c'est juste un choix de logique, s'il y en a une, mais voilà, Chance Nolan pour moi. en plus, au final, Chance Nolan, il a, comment dire, bon, contre Oregon, il avait joué, mais c'était pas non plus incroyable, hein. Mais je pense qu'il va prendre un peu plus d'expérience. Il était redshirt sophomore ou redshirt freshman, donc en tout cas, il avait quand même pas mal d'éligibilité devant lui. Et on sait que Jonathan Smith, il aime beaucoup jouer avec des mecs un peu jeunes sur la longueur pour arriver avec des 5-6 ans de ce côté-là. Et sinon, Ça, pour le coup, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en général, c'est le propre des programmes comme Oregon State où forcément, euh, tu t'accumules pas du talent comme le font les grosses équipes du Power 5. Et en fait, là où Bama, Georgia, bon, là je prends les plus gros, peuvent faire jouer des freshmen ou des sophomores parce qu'en fait, ces mecs sont déjà physiquement prêts. C'est un peu moins le cas pour les équipes comme Oregon State qui, comme l'a dit Robin, doivent recruter des 3 étoiles plutôt mal classées. Et ces joueurs, en fait, ils ont besoin de plus de temps pour se développer physiquement, ce qui explique le fait qu'ils arrivent à maturité quand ils arrivent dans leur saison junior ou senior. Et donc, au final, on a le droit des équipes qui sont quand même à chaque fois expérimentées. Et nul doute que l'année Covid offerte a vraiment aidé Jonathan Smith à avoir de la continuité entre 2021 et 2022. ouais, bah justement, sur la ligne offensive, il me semble qu'il y a deux super seniors, donc ils ont fait 6 ans à la fac.
Ça fait pas mal d'expérience, notamment sur la ligne, qui est un poste en football américain universitaire, notamment, qui est dur à être directement performant day one. Donc là, on voit bien que c'est des vrais corps d'adultes, de joueurs qui sont maturés. Voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour Oregon State. La question également que je me pose, c'est au niveau du poste de receveur tight end, il n'y a pas vraiment de joueur numéro un, tu vois, il n'y a pas de star un peu comme on aurait dans une équipe. Certes, en fait, ils ont quelques bons joueurs, mais généralement, voilà, ça va plutôt courir l'année prochaine, puisque globalement, il y a une belle ligne, des bons running backs. Je vois pas pourquoi on irait lancer, et surtout qu'il n'y a pas vraiment de grandes stars à Corvallis de ce côté-là. On va passer rapidement à la défense, hein. Je ne vais pas épiloguer dessus très longtemps, mais globalement en 2021, il y avait eu un sacré problème de pression sur le QB. C'est notamment pour ça que Colorado en fait avait gagné le match, parce que bah, c'était compliqué de toucher le QB, puis c'est toujours compliqué quand on n'arrive pas à chasser le QB, de mettre des passes en fait, enfin, de défendre. Donc voilà, l'arrivée de Trent Bray, qui était coach des linebackers, je pense il va vraiment mettre des twists un peu, il va jouer en 34. On pourrait mettre des twists, des blitz, etc., qui vont permettre, je pense, de mettre un peu plus de pression sur le QB. Donc ça devrait aller pas mal de ce côté-là. La plupart des joueurs, encore une fois, comme l'attaque, ils reviennent en défense. Ils ont perdu que quelques joueurs à la draft, hein. Un linebacker, et c'est tout, il me semble, en défense. Il y a le retour de Jack Coletto, hein, pardon. Jack Coletto, c'est un peu la star dans la défense d'Oregon State. C'est un joueur qui joue le inside linebacker, qui est le numéro 12, et en fait qui joue running back dans certaines phases de jeu. L'année dernière, il me semble que c'est environ 200 yards pour quelques touchdowns. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. C'est le chouchou de Corvallis, et c'est marrant avoir joué ce joueur. Et finalement, voilà, un corps de linebacker qui sera autant productif que l'année dernière. Il y a Omar Speight, qui est une bonne recrue pour 2023, si jamais vous vous intéressez à la draft. C'est un profil que vous pouvez garder de ce côté-là. Et finalement, voilà, le backfield défensif, on va rien à signaler. Je connais pas forcément assez les joueurs, et c'était correct. Au niveau du calendrier, c'est un calendrier qui est plutôt sexy, Gus. Justement, on en parlait un peu en off. Toi, t'aimes beaucoup le calendrier d'Oregon State? Alors ouais, Robin, j'adore ce calendrier. Je vais pas partir dans des considérations purement sportives, mais je trouve qu'il est sexy en fait. Il y a de la couleur, des voyages, du bon football de Pac-12 et de Mountain West comme on aime. Faut en profiter avant que tout cela explose malheureusement. Ils auront 3 matchs hors conf face à Boise State à Corvallis, face à Fresno State du coup à Fresno en Californie, et un superbe match que je regarderai mais vraiment, j'en suis sûr, face à Montana State au Providence Park de Portland, qui est la maison des Portland Timbers. C'est ça, l'équipe de MLS, donc de football, notre football à nous. Et voilà, moi je trouve que c'est un calendrier hors conf qui est super attractif. Alors après, vous savez, il y aura un calendrier Pac-12 normal, avec notamment en sortie de calendrier hors conf un enchaînement bien compliqué face à USC et Utah, avant de terminer l'année par la fameuse Civil War face à Oregon le 25 novembre. Voilà. Calendrier de Pac-12 et calendrier hors conf sexy. C'est bien d'être un fan d'Oregon State quand tu vois toutes les affiches chaque semaine. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, hein, Gus. Tu vois, moi, d'instinct, quand je vois le calendrier, je me dis il y a des matchs qui sont grave prenables, notamment l'enchaînement Stanford, Washington State, Colorado, Washington, Et California, California, ouais, complètement. même Arizona State, hein, qui est en perdition, on l'a entendu dans les previews, hein, qui est en totale perdition. Franchement, il y a un petit stretch de 6 matchs là qui peuvent être des victoires, notamment en Pac-12. Et Il faut faire gaffe au début. ouais, ce qui veut dire des victoires en Pac-12, potentiellement une place en Pac-12 Championship Game, puisqu'on le sait, si on fait 6 victoires, enfin, c'est déjà pas mal en Pac-12. En tout cas, ça sera plutôt pas mal. Mais c'est, comme tu dis, hein, c'est le début du calendrier qui va être compliqué et surtout incertain. Boise State et Fresno State, c'est 2 matchs où j'ai aucune idée de qui peut gagner. En réalité, c'est un match qui va aller dans les deux sens, et qui va un peu, ce que je disais en off, hein, c'est vraiment un make or break game. Pour moi, Boise State, si Oregon State bat Boise State, il y a vraiment quelque chose qui peut
se créer une émulsion dans l'équipe qui peut se créer et potentiellement justement aller chercher d'autres victoires. Pour ça, moi, je vois un petit scénario où on va faire 2 scénarios. Le premier où Oregon State bat Boise State en ouverture. Et donc, je m'imagine une bonne saison, une bonne lancée avec un 8-4, puisqu'on va dire qu'ils perdent un match par-ci par-là en Pac-12, c'est tout à fait normal. Un bilan à 8-4 qui serait très très bien hein, finalement. Si jamais par contre, ça perd le match face à Boise State, ça peut du coup après perdre le match face à Fresno State et faire un peu effet boule de neige et forcément avoir une saison soit à du 6-6, soit du 7-5. Forcément, moi je vois quand même une belle équipe, une belle saison pour une belle équipe. J'apprécierais regarder Oregon State comme les années précédentes en fait. Ce que je disais à Gus, c'est que j'espère qu'Oregon State gagne tous ses matchs, sauf celui contre Oregon. Il n'y a pas forcément une rivalité derrière j'ai pas envie qu'ils gagnent jamais. Hein. Je suis quand même fan de l'Oregon. J'ai juste envie que voilà, ils perdent contre Oregon et voilà. Mais sinon, voilà, un bilan entre 8-4 et 6-6. Tout dépendra. Je pense qu'il y a une chance pour que la Pac-12 Nord soit remportée par Oregon State. Parce que si Oregon n'est pas forcément performant et que derrière, il y a pas mal de victoires, il y a quand même une carte à jouer, je pense. Gus, de ton côté, t'en penses quoi un peu de ce bilan entre 8-4 et 6-6? Ouais, je pense aussi que c'est le span, enfin tu vois les deux bilans qu'on devrait avoir à la fin de la saison. Après, encore une fois, avec Oregon State, et c'est le problème des équipes où il manque un petit peu de talent, c'est que ça peut très bien passer en 9-3 et tomber en 3-7, tu vois. Ouais, En 3-9 plutôt. Donc, ouais. il faudra gagner les matchs serrés comme ils l'ont fait l'an dernier, ne pas perdre des matchs à la con comme face à Colorado. Et ça me Ouais. permet de faire la transition avec la deuxième preview de cet épisode, Colorado. On va aller plus vite, Robin, sur Colorado parce que déjà Oregon State est une équipe bien plus intéressante, je trouve, en 2022. Colorado, ça l'est un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2021, les Buffaloes de Boulder nous sortent une saison à 4 victoires et 8 défaites, dont un 3-6 en Pac-12. Voilà, les matchs à retenir. En fait, c'était cette défaite 10-7 qui est un match affreux face à TAMU au Mile High Stadium, le stade des Broncos. Puis seulement 4 petites victoires face à Northern Colorado, Arizona, Oregon State et Washington. 4 équipes qui ont eu beaucoup de mal, enfin hormis Oregon State l'an dernier. On peut qualifier cette saison d'exécrable. Si elle est exécrable, c'est pas tant sur le bilan en fait qui nous dit pas grand-chose, bien qu'en 2020, quand Karl Dorrell, le coach, est arrivé, ils avaient fait 4-2 lors de la saison Covid, ce qui était une très bonne saison et qui nous laissait espérer en fait une saison 2021 aussi intéressante. Mais c'est juste qu'en fait il y a eu une baisse de niveau, mais vraiment substantielle, avec une attaque qui était famélique, qui était la pire attaque du Power 5, ça j'en suis sûr, avec 17 points par match, qui est le 121e total national et qui était la pire marque du programme depuis 2012. Et là, une autre stat encore pire que celle que je viens de donner, c'est le nombre de yards marqués par match, avec 246 yards, ce qui représente le 129e total national. Je me demande qui est 130 parce que faire moins de 246, c'est vraiment chaud. Et c'est évidemment le plus petit total pour une fac du Power 5 depuis 2014, ce qui a conduit le coordinateur offensif à être viré. Robin, c'est logique jusque-là de le virer. Ce qui a donc provoqué pendant l'intersaison des gros mouvements dans le coaching staff, avec en figure de proue l'arrivée d'un nouvel offensive coordinateur avec Mike Sanford Jr., qui est l'ancien coordinateur offensif de Minnesota. Il avait notamment fait une pige d'1 an à Notre-Dame et il avait été le head coach de Western Kentucky. Je trouve que c'est un très bon choix parce qu'il a fait une excellente saison à Minnesota, que ce soit à la course ou même dans les airs. Et il amène dans ses bagages un nouveau coach de la O-line, un passing game coordinateur et tight end coach qui était justement à Minnesota, et un coach des receveurs. Maintenant, ce coaching staff aura quand même un boulot assez important parce qu'il y a une petite mutinerie à Boulder. Il y a 23 joueurs qui sont entrés sur le portail des transferts. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmes dans le pays qui font plus de départs. Je pense d'abord à Wyoming, par exemple, qui a dû en faire 30, ou à Hawaii aussi 30. Il va falloir compenser ces 23 joueurs partis sur le portail des transferts. En 2022,
Commençons par l'attaque, le nerf de la guerre. Mike Sanford, et c'est là où il faudra se concentrer parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres débats. Il devra revivifier cette attaque. C'est pas possible. Colorado a fait juste 30 plays de plus de 20 yards en 2021. Seul Navy a fait pire en 2021. Et Navy, c'est de la triple option. Voilà, c'est vous dire, ça met en lumière à quel point cette attaque était catastrophique. Le quarterback titulaire devrait être Brandon Lewis, qui était le starter en 2021 et qui nous a sorti une saison à 1540 yards, 10 touchdowns et 3 interceptions, avec seulement 58% de complétion. C'est vraiment pas beaucoup. En revanche, il aura la chance d'être en compétition avec JT Shrout, qui est plutôt connu. Vous savez, c'était un transfert de Tennessee et qui va apporter un petit peu de concurrence à cette QB room qui en a bien besoin. Franchement, je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur le choix qui va être effectué par Max Sanford parce que c'est un spécialiste des quarterbacks. Lui-même avait été quarterback, si je ne dis pas de bêtises, c'était le quarterback de Boise State dans les années 2000 ou fin des années 90. Donc bref, on verra ce que ça donne. Il y a un gros problème pour ce quarterback qui sera titulaire, c'est chez les receveurs et les tight ends, parce que les deux meilleurs receveurs déjà sont partis sur le portail des transferts. Je pense à Braden Rice à USC. Donc la production aérienne va reposer exclusivement sur une arrivée depuis le portail des transferts, R.J. Sneed. Alors R.J. Sneed, ça vous dit certainement quelque chose parce qu'on fait beaucoup de posts sur lui sur Twitter, parce qu'avec Baylor, il faisait beaucoup de catchs assez impressionnants. Du côté de Waco, dans le Texas, en carrière, il a 133 réceptions et 1564 yards. Alors ça, c'est vraiment un ajout hyper important niveau expérience. Et après, il y aura l'ancien Tyden Walcon, qui est le joueur qui a eu le plus de production l'an dernier, si on enlève évidemment les deux receveurs partis, et un autre receveur qui n'a capté que 19 ballons. C'est vous dire à quel point cette room de receveurs est inexpérimenté et manque vraiment de catch pour pouvoir s'avancer sur cette attaque aérienne en 2022. Chez les running backs, et là Robin, je vais peut-être te faire remonter quelques souvenirs. Ils perdent le running back Jarek Broussard, qui est parti à Michigan State et qui espère une destinée à la Kenneth Walker the Third quand il est parti de Wake Forest, qui était l'Offensive Player of the Year de Pac-12 en 2020. Et un vrai joueur. C'est un vrai joueur. Hein. C'est un bon joueur, franchement, très quali. Je pense qu'il va faire de grandes choses à Oregon State, enfin à Michigan State, parce que de toute façon, Colorado, il ne pouvait pas rester là s'il voulait un shot en NFL, en fait. Ouais, et c'est bien dommage parce que je vous garantis qu'il aurait eu un beau shot s'il était parti en 2020. Le titulaire sera donc Alex Fontenot. Alors Alex Fontenot, non, c'est pas un joueur national. Ce sera bien le running back titulaire des Buffaloes. À un moment, on avait pensé à une bonne nouvelle parce qu'ils ont failli ramener une star de FCS qui jouait à Sam Houston State, mais il avait retiré son nom. En fait, il avait commit à Colorado et il avait décommit dans un second temps. Avant de passer à la défense, et la défense, on va en parler très rapidement, mais la O-line a été grandement responsable des difficultés de Brandon Lewis l'an dernier. Elle a permis 31 sacs. 31 sacs, c'est la 4e pire marque de tout le pays. Va falloir vraiment qu'elle s'améliore aussi. Alors là, encore une fois, comme je l'ai dit dans la section intersaison, c'est que tu as un nouveau coordinateur offensif et un nouveau coach de la O-line. Donc tu peux entrevoir en fait un progrès. Il y aura le retour de seulement 3 starters et l'arrivée d'un joueur d'Alabama qui va nous amener un petit peu de physicalité, comme les Américains disent, qui s'appelle Tommy Brown et qui a participé à une 30aine de matchs avec le Crimson Tide. Au niveau de la défense, alors on va aller hyper rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir aussi vu le nombre de joueurs qui sont partis sur le portail des transferts. Sur la D-line, il y a seulement 13 sacs en 2021, qui est le 4e pire total du pays. Alors, ils ont la 4e pire marque de tout le pays en sacs encaissés et ils ont aussi la 4e pire marque en termes de sacs perpétrés. Ils perdent leur meilleur pass rusher et ils ont fait venir un defensive end d'Incarnate Ward. Vous savez, c'est l'équipe de Cameron Ward en FCS qui est partie à Washington State. Chez les linebackers, il va falloir pallier au départ de Nate Landman pour la NFL. Nate Landman, d'ailleurs, j'ai vu ça sur sa page Wikipédia. Il est né au Zimbabwe.
Pourquoi il est né au Zimbabwe? Parce que son père était international là-bas. Il était dans l'équipe de rugby du Zimbabwe. Et si vous suivez un petit peu le rugby, vous savez que le Zimbabwe, dans les années 80 et 90, c'était une équipe très très respectable, qu'on pourrait comparer avec la Namibie aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Et il sera remplacé par le transfert de West Virginia, Josh Chandler-Semedo, qui a réalisé 110 plaquages en 2021. Je pense que cette escouade de linebacker sera la meilleure de la défense, mais paradoxalement, je veux pas faire offense aux linebackers, c'est quand même plus important que les footballs d'avoir une bonne D-line et des bons DB, parce que les DB aussi c'est compliqué, parce que les deux corners titulaires sont partis à USC et Oregon, à USC Mickey Blackmon, dont vous entendrez certainement parler à la draft, et à Oregon avec Christian Gonzalez. Ce qui veut dire qu'il y a un seul starter de retour, qui est Isaiah Lewis, qui était le capitaine de ce backfield, parce que l'autre safety titulaire, Mark Perry, est parti à TCU. En terminant sur ce roster, ce qu'il faut dire, c'est que les places de titulaires vont être prises par des jeunes joueurs, et moi, ça me fait quand même plutôt peur de voir des joueurs inexpérimentés ou pas encore prêts physiquement prendre la place de ceux qui sont partis. Concernant le calendrier, Robin, alors j'aime beaucoup leur calendrier interconf. Je sais pas ce que tu en penses. Déjà, il y aura un match face à TCU à Boulder, puis ils iront à Colorado Springs et affronter Air Force, et ils iront à l'Huntington Bank Stadium de Minneapolis pour y affronter Minnesota. C'est vraiment 3 matchs hors conf que je trouve sexy, mais j'ai du mal à avoir une seule victoire là-dedans, donc ça va partir en 0-3 et après l'habituel calendrier de Pac-12. Dont la fin sera très très compliquée avec Oregon, USC et Utah à enchaîner limite. C'est un enfer. C'est un petit peu compliqué, ouais. Bon, je pense que le bilan, il est pas si important que ça. Là, le principal, c'est que Sanford, il arrive, qu'il mette en place ses principes de jeu, que Colorado se mette à recruter un petit peu mieux. Je dis pas que Colorado doit revenir à son niveau des années 80 et 90. Colorado, c'est quand même une équipe qui a été très performante dans l'histoire du college football. Là, c'est plus difficile depuis 15-20 ans. Mais voilà, je pense que c'est un programme que tout le monde aime. Il y a un potentiel qui est sympa. J'espère qu'ils arriveront à sortir de cette mauvaise passe. Ceci dit, moi, je vois une saison à pas plus de 4 victoires parce qu'il n'y a pas de cupcakes. Comme j'ai dit, TCU, Air Force et Minnesota, c'est fort hors conf. Donc voilà, je pars sur un bilan de 4 victoires et donc logiquement, si tu as 4 victoires, tu as 8 défaites, Robin, c'est ça? Ouais, exactement. Mais moi, je vois même pas 4 victoires, je vois du 2. Moi, je vois une victoire face à Arizona State et soit Cal, soit Arizona, tu vois. Moi, je vois Arizona State, Cal. Je pense qu'ils vont ils vont remporter un beau match face à UCLA ou Arizona. Donc voilà, 3-4, c'est pour ça. Ouais, 3-4. Ouais, je suis un peu moins hypé que toi sur ça. Enfin, je trouve que c'est. Je ne suis pas hypé, hein. J'essaie juste Non, non, de. mais pour moi, ça remporte pas beaucoup de matchs. Ouais. C'est catastrophique. Le niveau est trop. En fait, le niveau est trop bas par rapport aux autres équipes, même qui sont à un niveau bas aussi. Donc, c'est dommage. Bon, Robin, on a terminé cette preview de Colorado et Oregon State. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle preview. Salut à tous. Salut!